Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène survoler l'océan Indien. Après le Pacifique et l'Atlantique, c'est le troisième plus grand espace maritime de la planète, au cœur de notre économie mondialisée, plaque tournante entre Asie et Afrique, avec des points névralgiques, détroits d'Ormuz, de Malacca, de Bab el-Mandeb, canal de Suez, du Mozambique. L'océan Indien, dont les experts disent qu'il pourrait bien être le centre du monde qui vient, et que l'Inde, qui lui a donné son nom, aimerait bien dominer. Sauf que vous allez découvrir que les Indiens ont mis du temps à se tourner vers la mer, et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont trouvé sur les flots des puissances et des influences concurrentes. Sortons nos cartes. Après le Pacifique et l'Atlantique, l'océan Indien, on l'a dit, est le troisième du globe. Il s'étend sur plus de 70 millions de kilomètres carrés et il est bordé par 4 continents: l'Asie, de la péninsule arabique à l'Indonésie, en passant notamment par l'Inde, l'Afrique, de la Corne au cap de Bonne-Espérance, l'Océanie avec l'Australie et enfin l'Antarctique. Voici maintenant les 18 États riverains de l'océan Indien, les 6 États insulaires et les îles rattachées à la France. En tout, les riverains de l'océan Indien représentent un tiers de la population mondiale, soit 2,7 milliards d'habitants en 2023. L'Inde, à elle seule, en compte 1,4 milliard, on y reviendra tout à l'heure. Les ressources de l'océan Indien, exploitées par ces pays dans leur zone économique exclusive, sont nombreuses. Les zones de pêche intensive sont essentiellement situées dans la partie occidentale de l'océan Indien, qui va d'Afrique australe à la façade occidentale de l'Inde. Les fonds marins recèlent d'importantes réserves de pétrole et de gaz, regardez, notamment à l'ouest de l'Inde, dans la mer d'Andaman et au large des côtes australiennes. Et puis surtout, l'océan Indien est une voie de passage stratégique pour l'économie mondiale, car il est traversé par les grandes routes du commerce maritime entre Europe et Asie, nouveau centre du monde. Avec la montée en puissance de la Chine puis de l'Inde, le trafic s'est intensifié. Et aujourd'hui, 80% du commerce pétrolier, la moitié des porte-containers et un tiers des cargos vraquiers de la planète passent par cet océan. On y trouve quelques-uns des très grands ports mondiaux de marchandises sur la péninsule arabique, Dubaï, Salalah, au Sri Lanka, Colombo, et enfin en Inde, Mumbai et Mundra. Les points de passage qui verrouillent l'océan Indien sont donc stratégiques. À l'ouest, on l'a dit, les détroits de Bab el-Mandeb et d'Ormuz, par où transitent le pétrole et le gaz du golfe Persique, et à l'est, le détroit de Malacca, indispensable pour les importations chinoises. Ces détroits hyper fréquentés peuvent aussi du même coup devenir des zones ultra sensibles, comme on l'a vu avec les attaques Houthis dans la région du Bab el-Mandeb. Au sud enfin, le canal du Mozambique voit transiter 30% du commerce mondial de pétrole. Avec ce trafic intense et ses rives densément peuplées, l'océan Indien souffre. Il est pollué par le plastique et les dégazages sauvages, menacé par la perte de sa précieuse biodiversité et par la surpêche. Par ailleurs, le réchauffement climatique global entraîne la montée du niveau de la mer. L'archipel des Maldives, par exemple, est de plus en plus menacé de submersion. Alors la puissance qui domine cet espace maritime stratégique, c'est l'Inde. L'Inde qui a donné bien sûr son nom à l'océan, mais ne s'y est intéressée que tardivement. Voyons comment. Au cours de l'histoire, les civilisations qui ont fondé l'Inde sont en effet plutôt tournées vers les terres. Au Moyen-Âge, les grandes invasions musulmanes sont toutes venues du nord. Les habitants des royaumes côtiers maîtrisent le cabotage, mais ne s'aventurent pas en haute mer, laissant le commerce maritime avec l'Afrique et le Moyen-Orient aux navigateurs arabes. Il y a pourtant une exception à cette règle. Entre le 9e et le 13e siècle, la dynastie tamoule des Cholas conquiert un vaste empire maritime qui se déploie de la rive orientale de l'Inde vers Ceylan, l'actuel Sri Lanka, la Birmanie, la Malaisie et l'Indonésie. À la fin du XVe siècle, ce sont les caravelles européennes qui débarquent sur les côtes indiennes pour se fournir en épices. En 1498, le Portugais Vasco de Gama jette l'ancre sur la côte de Malabar. Au XVIe siècle, les Moghols, arrivés par le nord, fondent un empire qui va durer 3 siècles. Sur les côtes, les Portugais sont suivis par les Néerlandais, puis par les Britanniques.
À partir du XVIIe siècle, les Français, eux, y établissent 5 comptoirs. Les différentes compagnies des Indes sont le fer de lance de la colonisation de l'océan Indien par les Européens, leurs armées venant protéger le commerce. Au milieu du XIXe, le Royaume-Uni, première puissance maritime du monde, soumet par la force le sous-continent à sa domination coloniale. 1947, après l'indépendance de l'Inde et la partition du Pakistan qui donne naissance au Bangladesh en 1971, l'Inde moderne se perçoit avant tout comme une nation continentale. Ce n'est pas vers l'océan qu'elle regarde prioritairement. Sa sécurité se joue désormais à ses frontières terrestres, au Cachemire notamment. Des accrochages vont avoir lieu avec la Chine et des conflits vont l'opposer au Pakistan. L'Inde indépendante fait face à 2 ennemis, la Chine et le Pakistan, et elle ne se projette pas comme puissance maritime. C'est seulement à partir des années 1990 et surtout au XXIe siècle qu'en pleine croissance économique, démographique, le pays va enfin s'intéresser vraiment à sa façade maritime, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et dans ce domaine, les atouts de l'Inde sont nombreux. Tout d'abord, 7500 km de côte et une double façade maritime, avec à l'ouest la mer d'Arabie, reliée au golfe Persique et à la mer Rouge, et à l'est le golfe du Bengale, qui débouche sur le détroit de Malacca. Autre atout, une immense zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés le long de ses côtes, mais aussi autour des îles Andaman et Nicobar, 2 archipels situés au large de la Birmanie et de l'Indonésie. Enfin, de nombreux ports de pêche et de grandes villes portuaires, comme la gigantesque Mumbai, 17 millions d'habitants environ, capitale commerciale du pays. Désormais, l'Inde est intégrée à l'économie mondiale. Sa croissance économique annuelle est de 6% et sa population, 1,4 milliard d'habitants, a dépassé celle de la Chine en 2023. Ses besoins en énergie sont colossaux et elle doit importer massivement pour y répondre. Plus de 80% du pétrole consommé par les Indiens vient ainsi par mer de Russie, des pays du Golfe Persique et du Nigeria. L'Inde doit donc à tout prix assurer la sécurité de ses approvisionnements par voie maritime. Sauf que dans cet océan, l'Inde a pris beaucoup de retard sur la Chine. Pékin a en effet déployé sa stratégie du collier de perles portuaire pour contrôler ce que la Chine appelle sa nouvelle route de la soie maritime. Dans l'océan Indien, ce chapelet d'installations navales va de Kyaukphyu à Chittagong, Hambantota et Colombo, Gwadar, Bagamoyo et enfin Djibouti, la première base navale chinoise à l'étranger. Les 2 ports sri-lankais en particulier sont situés à quelques milles seulement des côtes indiennes. Le cas du port de Gwadar au Pakistan résume bien la stratégie chinoise. Pékin a aidé son allié pakistanais à agrandir les installations portuaires de Gwadar sur la route du golfe Persique. Puis en 2015, les 2 pays ont annoncé la création d'un couloir terrestre reliant sur 3000 km la province chinoise du Xinjiang au port de Gwadar. En riposte, New Delhi a noué un partenariat avec Téhéran pour développer le port iranien de Chabahar, à tout juste 170 km à l'ouest de Gwadar. Suite à l'attaque meurtrière d'un commando terroriste pakistanais arrivé par bateau à Mumbai en 2008, l'Inde renforce par ailleurs sa stratégie navale dans l'océan Indien, considérée comme sa zone d'intérêt légitime. La marine indienne dispose aujourd'hui de bases le long du littoral et sur les îles Lakdiv et à Andaman et Nicobar. Pour tenter de rattraper son retard sur la Chine, elle achète des bâtiments de guerre et des sous-marins à la Russie et à la France principalement. L'Inde, puissance nucléaire, est aujourd'hui le premier importateur mondial d'armement, malgré d'importants efforts pour développer sa production nationale, notamment la fabrication d'un porte-avions et d'un sous-marin 100% made in India. New Delhi a aussi obtenu des facilités militaires dans plusieurs bases de pays alliés, regardez, où ses navires et sous-marins sont autorisés à stationner. Depuis 2018, la France notamment accorde à l'Inde des entrées dans ses bases de l'océan Indien occidental, La Réunion, Abu Dhabi et Djibouti. Les États-Unis, première force navale de la région, ont ouvert à l'Inde leur principale base dans la région, à Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos.
Enfin, l'Inde, toujours avec le soutien des États-Unis, s'est rapprochée des monarchies du Golfe et d'Israël. Pour contrer une Chine qui lui paraît de plus en plus ambitieuse, Washington a de plus relancé le Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui regroupe les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, une sorte d'OTAN de l'Indo-Pacifique, dénoncée bien sûr par Pékin. Voilà pour cet océan Indien qui s'impose comme un espace maritime stratégique du XXIe siècle au fur et à mesure que le centre de gravité des relations internationales se déplace de l'Occident vers l'Orient. On parle désormais de zone Indo-Pacifique stratégique pour les puissances qui sont impliquées, la France notamment à travers certains de ses territoires d'outre-mer. L'océan Indien également, caisse de résonance du conflit en cours entre Israël et le Hamas, notamment le 23 décembre 2023, avec un drone possiblement tiré par les Houthis du Yémen, proche de l'Iran et du Hamas, qui a frappé un navire commercial au large des côtes indiennes. Pour aller plus loin dans la compréhension des enjeux de cette région du monde, Géopolitique de l'Indo-Pacifique par Isabelle Saint-Mézard, aux presses universitaires de France. Et puis c'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Olivier Dallage publie L'Inde, un géant fragile aux éditions Erol. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez.